Mesdames, Messieurs, chère Madame Nardon, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jivela Kalbatait et je travaille au département des études et de la recherche de l'Institut des études de défense nationale. Et c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir ici pour ce dernier débat stratégique de l'année. Comme vous le savez déjà tous sans doute très bien, ces débats sont organisés une fois par mois et ces débats, ils ont pour vocation d'offrir un espace de réflexion, un espace de discussion autour d'un ouvrage universitaire, autour d'un ouvrage scientifique abordant les questions de la défense nationale et de la sécurité internationale. Avant de commencer le débat de ce soir, je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les équipes du département des études et de la recherche, ainsi que celles du département des relations institutionnelles et de la communication de l'IHEDN, et plus spécifiquement Arthur Stein, qui est quelque part dans la salle, ou en tout cas voilà, c'est le responsable de la programmation de ces débats. Mais également Célia Bordeuf, Zoé Bianchi, Morel Tanguy, des différents départements qui concourent, dont l'aide est extrêmement précieuse pour la réussite justement de ces débats et leur investissement, leur engagement est nécessaire pour que ces débats soient des véritables rendez-vous stratégiques. Donc merci à eux. Dans le débat de ce soir, nous nous intéresserons à l'histoire et aux instruments de la puissance américaine, et plus largement au rôle des États-Unis dans le monde. Aujourd'hui, comme vous le savez, les États-Unis sont très touchés par de nombreux clivages internes, ainsi qu'ils sont exposés aux différents enjeux stratégiques externes. Donc, s'intéresser à ce sujet aujourd'hui, s'intéresser à la puissance américaine, à la géopolitique américaine, devient extrêmement important pour tout citoyen qui cherche à mieux comprendre l'ordre international. Et donc, c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'honneur que nous recevons ce soir Madame Nardon pour parler de ce sujet complexe, qui est aussi complexe que captivant, et que nous allons donc vous proposer explorer qu'est-ce que la géopolitique américaine à travers donc la discussion autour de son dernier ouvrage. Madame Nardon, donc vous êtes spécialiste reconnue, très reconnu, plébiscité des États-Unis. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous dirigez depuis plusieurs années le programme, le pôle Amérique de l'Institut français des relations internationales. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, c'est l'un des think tanks le plus imposant, le plus important dans le paysage français des études stratégiques. Vous avez une riche expérience de recherche en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc ce pays-là, vous le connaissez, vous le pratiquez, vous écrivez beaucoup sur ce sujet-là. Vous êtes l'autrice donc de nombreux travaux scientifiques, nombreux travaux d'expertise sur la vie politique des États-Unis, sur la politique étrangère américaine, sur les relations sino-américaines, notamment dans les domaines commerciaux et technologiques. En plus de vos papiers, donc des articles, des études, des rapports qui sont régulièrement publiés sur le site de l'IFRI et vos interventions dans les médias, nous pouvons écouter vos analyses sur la politique américaine, étrangère, mais pas uniquement, la vie politique américaine. Donc nous pouvons vous écouter tous les mercredis sur un podcast intitulé New Deal qui est disponible sur le site slate.fr. Alors, avant de publier Géopolitique de la puissance américaine, quel rôle pour les États-Unis dans le monde, vous avez déjà publié un autre ouvrage il y a à peine quelques années, qui est donc celui-ci, Les États-Unis de Trump, en 100 questions. Donc cet ouvrage, qui effectivement publié quelques années, est toujours d'actualité. Il est redevenu d'actualité depuis très peu. Donc cet ouvrage est en quelque sorte la première réflexion qui nous orientera vers votre ouvrage qu'on nous présente aujourd'hui, donc la géopolitique de la puissance américaine, mais nous pourrons croiser les réflexions à la fois sur l'administration de Trump et plus largement, qu'est-ce que la géopolitique américaine. Donc nous sommes très impatients d'entendre vos réflexions sur les caractéristiques, sur les moyens, les modes de fonctionnement de la puissance américaine aujourd'hui,
tout en explorant donc les continuités, mais aussi les ruptures entre ce qui change par rapport à peut-être la première administration, mais aussi qu'est-ce qui change par rapport aux précédentes administrations et quelles sont les perspectives de cette puissance américaine. Pour ce débat aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, c'est tout simplement de reprendre le format habituel des débats stratégiques. Donc nous allons partir sur une discussion, une présentation de 45 minutes à 1 heure autour de quelques questions que je me permettrai de vous poser pour explorer plus en détail votre ouvrage, mais également plus largement votre réflexion. Puis nous ouvrirons la discussion à l'auditoire pour que tout un chacun puisse vous poser des questions sur voilà, qu'est-ce qui les intéresse par rapport à votre réflexion et vos analyses sur la politique américaine. Donc, pour commencer ce débat aujourd'hui, pour lancer la discussion, j'aimerais bien qu'on s'intéresse tout d'abord à ce qu'on appelle le lien entre la géopolitique et la politique internationale des États-Unis. En effet, votre ouvrage, dès son titre, comme on peut le voir ici, parle de la géopolitique. Ce terme, qui est, il faut l'avouer, est en quelque sorte victime de son propre succès et souvent utilisé de manière excessive, quelquefois peu compréhensible, parfois confuse. Pourtant, en lisant votre ouvrage, on se rend compte que vous maniez ce terme avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de précision. Votre livre examine plus spécifiquement le rôle des différentes théories géopolitiques dans la définition de la posture et dans la pratique des États-Unis. Donc, pour faire simple, dans votre ouvrage, ce qu'on peut observer, vous passez vraiment de comment on passe d'un cadre de pensée à une pratique politique. Et donc, la première question que j'aimerais bien vous poser pour justement cadrer, lancer le débat, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les principales approches géopolitiques, qu'est-ce que vous entendez par les approches géopolitiques, et quelles sont les principales approches géopolitiques qui ont influencé dans le temps, mais aussi qui continuent d'influencer la politique étrangère américaine? Quels sont les cadres de pensée majeurs qui orientent aujourd'hui le positionnement des États-Unis sur la scène internationale? La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être là. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, je vais parler de ce livre qui est sorti au mois d'août dernier. Et j'adore en parler. Et je n'ai pas tellement eu l'occasion ces derniers temps, parce que toutes les interventions que j'ai faites, on me demandait plutôt d'expliquer les élections, pourquoi est-ce que Trump avait été réélu, etc. Alors je ne doute pas qu'on abordera ces questions tout à l'heure, quand il y aura la séance de dialogue avec vous. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Mais j'aime aussi beaucoup parler de ce livre, donc là, vous m'en donnez l'occasion, merci beaucoup. Alors en effet, qu'est-ce que la géopolitique? C'est un terme qu'on emploie, qu'on entend dans tous les médias très régulièrement, et on l'entend au sens général de géopolitique pour dire politique étrangère, pour dire relations entre les États, guerre ou paix entre les nations, etc. Ce qui sont des interprétations qui fonctionnent, si vous voulez. Mais pour un universitaire, la géopolitique, c'est vraiment une théorie très précise. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. Je vais essayer de définir avec vous ce que c'est que la géopolitique au sens universitaire du terme et comment les Américains s'en sont saisis à la fin du XIXe siècle. Alors, la géopolitique, elle apparaît en Allemagne, le terme apparaît en Allemagne au milieu du XIXe siècle et puis ensuite dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut, quand on étudie les relations entre les États, s'intéresser à leurs caractéristiques géographiques. En fait, les relations entre les... Il y a deux définitions qui fonctionnent ensemble de la géopolitique. La première, c'est de dire que les relations entre les États, elles ne fonctionnent pas uniquement sur les questions idéologiques ou les questions dynastiques. Vous savez, dans l'Ancien Régime, les guerres entre les États, elles étaient souvent liées à des questions de succession dynastique entre l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, etc. Donc les gens se faisaient la guerre à cause de ça. Après la Révolution française, au XIXe et encore plus au XXe siècle, on a souvent expliqué les guerres par des raisons idéologiques. Au XIXe siècle, les États en Europe se font la guerre entre pays d'inspiration révolutionnaire comme nous et pays d'inspiration contre-révolutionnaire, anti-révolutionnaire, anti-lumière, comme à l'époque les alliances Russie, Grande-Bretagne, Autriche, Hongrie, etc.
Et encore plus au XXe siècle, les pays se font la guerre pour des raisons d'opposition entre libéralisme et communisme. Tout ceci est vrai, mais la géopolitique vient ajouter une raison à ces guerres, ou en tout cas à leur déroulement, qui est la nature liée tout simplement à la géographie des États. C'est-à-dire qu'il y a des États qui se font la guerre sur mer parce qu'ils ont un avantage, parce que c'est comme la Grande-Bretagne, des États qui n'ont pas d'accès à la mer, donc c'est tout de suite bien différent. Voilà, donc il y a cette première notion de la géopolitique, c'est de dire qu'il faut revenir à la géographie des États pour expliquer leurs relations. Ça, c'est si vous voulez, une première direction. Et la seconde, qui est tout aussi importante, c'est cette idée que les géographes allemands amènent dans leurs explications au XIXe siècle et qui est très inspirée de Darwin. C'est la même époque, hein, Darwin, donc ce penseur de l'évolution, de la sélection naturelle dans l'apparition des espèces de la faune et de la flore, hein, les évolutions darwiniennes, eh bien, les géographes allemands s'en inspirent pour expliquer tout à coup, au XIXe siècle, que les relations entre États sont des relations nécessairement d'opposition et de lutte pour la domination du plus fort. C'est-à-dire que ce qui ne va pas forcément de soi avant, on peut imaginer un monde où les nations coexistent en paix, si vous voulez, mais au XIXe siècle, les géopolitologues allemands commencent à expliquer que sur la scène internationale, ça va être nécessairement une lutte pour la domination du plus fort entre les États. Les États qui, à ce moment-là, deviennent aussi des États-nations. Donc chaque État-nation a nécessairement envie de dominer les autres. Ça, c'est le concept même de la géopolitique allemande. Et donc, vous voyez, importance de la géographie, concept d'un monde d'hostilité permanente sur la scène internationale, tout ceci vient vous expliquer ce qu'est la géopolitique, en tout cas la géopolitique allemande. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, nous avons un pays qui vient d'être créé à la fin du XVIIIe siècle, 1776, la déclaration d'indépendance, 1784, la victoire sur la Grande-Bretagne, traité de paix, traité de Paris, et puis ensuite le début de la République américaine, qui est 1787, la Constitution qui commence à fonctionner en 1789, une fois que les premiers États qui forment les États-Unis à cette époque-là l'ont ratifiée. J'y reviendrai après, parce que c'est cette année 1789 fait quand même de la France et des États-Unis des républiques sœurs, c'est-à-dire des républiques qui sont toutes les deux venues en droite ligne du siècle des Lumières. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure, parce que c'est un point sur lequel j'aime bien insister. En tout cas, au XIXe siècle, les États-Unis sont en train de se créer en tant que nation, et ils ont, comme vous le voyez sur cette carte, grandi de la côte est, donc Washington, New York, donc les 13 premières colonies qui sont là dans les années 1770-1780. Et vous allez voir que les États-Unis, dans la première partie du XIXe siècle, ne s'occupent pas tellement du reste du monde, ont encore une politique étrangère extrêmement limitée, pas inexistante, mais quand même assez limitée, parce qu'ils sont à cette époque-là pleinement occupés à conquérir leur espace jusqu'à la côte pacifique. Donc avec un certain nombre d'acquisitions. Donc vous voyez la Louisiane qui nous a été achetée en 1803. Ensuite les guerres avec l'Espagne et plus exactement le Mexique, puisqu'en fait l'Espagne a été exclue du Nouveau Monde en 1821 lorsque le Mexique conquiert son indépendance. Et donc, quand on lit territoires espagnols, en fait, c'est plutôt des territoires qui, au moment où les États-Unis les acquièrent, sont déjà devenus des territoires mexicains. Et puis, en haut à l'ouest, tous ces territoires sur fond blanc sont en réalité achetés à la Grande-Bretagne, qui, elle, continue à posséder le Canada au-dessus de la ligne de la frontière. Bref, j'aime beaucoup cette carte que j'ai... J'ouvre une petite parenthèse là, méta, sur ce que je vous raconte de la géopolitique, pour vous dire que j'ai eu énormément de plaisir à rédiger ce livre avec les PUF, notamment parce que les PUF, dans cette collection, autorisent les auteurs
à faire travailler leur service de cartographie et à faire faire 5 cartes. Donc ça, c'est la première dans le livre, et c'est la carte de l'expédition de Lewis et Clark, qui sont 2 explorateurs américains qui ont été mandatés par le président Jefferson à l'époque pour explorer le territoire jusqu'à la côte pacifique, ce qu'ils ont fait dans les années 1803-1806, le temps de revenir. Et voilà, bon, enfin, ça vous explique que les États-Unis n'avaient pas vraiment l'esprit tourné vers la géopolitique pendant toute cette première partie du 19e, parce qu'ils étaient occupés à conquérir leur propre territoire, avec une sorte de, comment dirais-je, de volonté presque, d'une mission presque divine pour ce nouveau pays, de conquérir ce territoire et d'y établir la démocratie, le libéralisme, etc. C'était vraiment une mission exceptionnelle, et qui fait que les États-Unis, encore aujourd'hui, pour beaucoup des responsables, pensent qu'ils ont une mission exceptionnelle dans le monde, qui est de porter cette démocratie au-delà même de leurs frontières. Mais ça, on y reviendra plus tard. Une fois que ce territoire a été conquis, donc on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, les États-Unis ont découvert la notion de géopolitique, se sont inspirés de la notion allemande et l'ont importée chez eux. Et là, il faut que je vous parle de l'amiral Mahan, qui est un amiral américain qui, dans les années 1880, et son premier ouvrage est sorti en 1890, a étudié la géopolitique et donc l'a véritablement importée aux États-Unis. Et il l'a marqué de l'influence du territoire américain. Parce que le territoire américain, ça vous aura frappé, n'est pas du tout comme l'Allemagne, un pays un peu enclavé avec un accès à la mer du Nord qui est glacée la plupart du temps et qui n'a pas d'accès, par exemple, à la Méditerranée. Les États-Unis sont ce pays avec une double présence maritime, une côte sur l'océan Atlantique et une côte sur l'océan Pacifique. Et donc, de ce point de vue-là, les États-Unis, explique l'amiral Mahan en 1890, ressemblent beaucoup plus à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à devenir une puissance maritime. Et donc, dans ses ouvrages, donc celui de 1890 et puis les suivants, l'amiral Mahan va proposer aux États-Unis de devenir eux aussi une puissance importante dans le monde, ce qui donc n'était pas du tout le cas auparavant. Et pour ce faire, il y a plusieurs conditions à remplir. Pour ressembler à une puissance internationale telle que la Grande-Bretagne est totalement triomphante à l'époque, les États-Unis doivent acquérir un certain nombre de traits caractéristiques. Le premier, c'est acquérir une flotte militaire pour pouvoir protéger leur flotte commerciale et devenir une grande puissance à la fois militaire, mais surtout d'abord commerciale. Ils doivent ensuite pouvoir faire circuler cette flotte très facilement d'un océan à l'autre, un peu comme la Grande-Bretagne qui peut circuler très facilement autour de ses propres côtes, puisque c'est une île. Donc là, il y a un petit problème pour les États-Unis, c'est qu'il y a le Mexique en dessous, et donc ça bloque le passage. Puis au-dessus, il y a le Canada, et puis encore au-dessus, il y a des mers qui sont totalement gelées. Donc comment faire pour faire circuler la flotte facilement ? Et ben, ça va être le canal de Panama, qui va commencer à être... que les Français ont commencé à construire avec voyons, Monsieur de Lesseps. Mais les États-Unis vont reprendre la mission et le canal de Panama sera ouvert en 1914. Donc ça, c'est la deuxième condition, la mobilité. Et puis la troisième condition que pose Mahan, enfin il s'inspire de la Grande-Bretagne, c'est d'avoir des bases militaires pour que les flottes, aussi bien militaires que commerciales, puissent faire relâche. Et ça va être à partir de l'année 1890, qui tombe bien, parce qu'il s'est passé plein de choses. Non, 1898, excusez-moi, je me suis trompée. C'est une année où Mahan, ayant eu beaucoup l'oreille des dirigeants républicains à l'époque, et notamment celui qui va devenir président plus tard, qui est Teddy Roosevelt, mais qui à l'époque des années 1890 est le secrétaire adjoint à la marine, eh bien, tous ces gens-là vont discuter ensemble et sous l'influence de Mahan, ils vont donc construire une flotte, commencer à racheter le Panama pour y construire
le canal, comme je vous l'ai dit. Et dans l'année 1898, très curieusement, par un hasard, enfin tout converge, tout se cristallise cette année-là. C'est l'année où les États-Unis, par exemple, font une guerre à Cuba et alors ne prennent pas le pays comme une colonie, mais enfin vont y ouvrir des bases avec l'appui du gouvernement. Ils vont également faire de Porto Rico un territoire américain, ça c'est pour l'océan Atlantique. Et puis de l'autre côté, cette même année 1898 voit la conquête des Philippines qui vont quasiment devenir une colonie américaine, la conquête de Guam, et puis Hawaï, qui deviendra un État américain, mais bien plus tard, dans les années 1950, et puis l'atoll de Johnston, de Palmyre, etc. Cette année, en fait, ça ne se passe pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais enfin, c'est l'année où la géopolitique américaine commence à devenir opérante et devenir véritablement réalisée, concrète, sur le modèle d'une puissance maritime comme est la Grande-Bretagne. Ça, alors, donc retenez que le premier géopolitologue américain, c'est l'amiral Mahon. Mais il n'a pas été le seul, et là je saute de 50 ans ou de 40 ans pour arriver aux années 1940, où un second nom doit parvenir à vos oreilles, enfin je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est Nicholas Spykman, qui était un individu d'origine néerlandaise, mais qui s'était installé aux États-Unis, et qui a écrit des bouquins dans les années 30 et 40, et il a conçu un autre modèle pour la géopolitique américaine. Donc là, on passe d'une géopolitique qui est très britannique, si vous voulez, puissance maritime, à une autre vision du monde, qui est une poursuite, si vous voulez, hein, il ne faut pas opposer les deux. Mais voici la vision du monde, une vision géopolitique que propose Nicholas Spykman. Donc c'est un ouvrage qui date de 1942. Spykman était déjà mort à l'époque, mais ce second ouvrage est paru de manière posthume. Alors voilà comment Spykman voit le monde dans les années 40. Il s'inspire d'une vision géopolitique du monde qui avait été conçue dans les années 1900 par un Britannique dont le nom m'échappe tout à coup. Mais comment il s'appelait déjà ? Mackinder, merci. Harthold Mackinder. Alors, que dit Nicholas Spykman ? Qu'en réalité, dans le monde, il y a une puissance terrestre permanente qui s'oppose aux puissances maritimes. Donc les puissances maritimes, c'est un peu la Grande-Bretagne, et puis derrière, évidemment, les États-Unis, qui sont devenus une puissance maritime plus importante que la Grande-Bretagne dans les années 1920. Et cette puissance, le Heartland, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que, donc vous voyez, à l'époque de Spykman, le Heartland, c'est clairement l'Allemagne. Lorsque donc ça, on est au début du XXe siècle. Lorsque Spykman écrit ses livres, la puissance terrestre, le Heartland, c'est clairement la Russie à cette époque-là. Et aujourd'hui, et c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même rien de nouveau sous le soleil, parce que cette carte-là, donc 1900, 1940, 2024, elle fonctionne toujours, sauf que le Heartland aujourd'hui, c'est une sorte de mix entre la Chine, donc il faudrait aller jusqu'au bout sur l'Eurasie, la Chine et la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine est assez importante dès les années 1900 dans cette carte, puisque ce qu'explique Spykman et les autres géopolitologues à cette époque-là, c'est que le Heartland va toujours être en opposition, rappelez-vous Darwin, va toujours être en opposition avec les puissances maritimes du Nouveau Monde, comme l'indique cette carte. Mais ces deux puissances vont se faire la guerre, non pas forcément directement, mais surtout pour le contrôle de ce que Spykman appelle le Rimland. Et comme vous le voyez, c'est cette partie grise, c'est le contour, en fait c'est la zone de contact entre les deux régions, puissance terrestre, puissance maritime. En fait, ce qu'expliquent les géopolitologues de cette époque-là, c'est que les deux puissances n'ont pas forcément besoin de se faire la guerre pour contrôler le territoire l'une de l'autre, mais elles vont s'opposer pour contrôler la zone de bordure entre les deux, ce qu'il appelle le Rimland. Et c'est pour ça que les États-Unis, pendant la guerre froide, vont aider l'Europe occidentale, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle devienne soviétique. Ils ont abandonné à l'Union soviétique
toute l'Europe de l'Est, mais ils vont aussi s'opposer dans toutes les régions du Moyen-Orient, vous voyez vers le sud, mais aussi en Extrême-Orient, la guerre du Vietnam, et la guerre de Corée d'abord, la guerre du Vietnam ensuite, sont totalement logiques avec cette carte, puisqu'on voit que les deux zones de puissance principales s'opposent pour le contrôle de ce Rimland jusqu'en Extrême-Orient. Et donc, je pense que cette vision géopolitique du monde, et là je vais achever ma réponse à votre première question, cette vision géopolitique du monde, en réalité, elle est encore valable de beaucoup de manières aujourd'hui, sous Biden et sous Trump. Même si, voilà, c'est ça la conclusion que je veux faire, même si en fait aujourd'hui le terme de géopolitique n'est plus beaucoup employé, en tout cas aux États-Unis, parce que la géopolitique ayant été employée par l'Allemagne nazie, le terme lui-même a perdu beaucoup sent un peu le soufre, en tout cas encore aux États-Unis. En France, c'est un peu moins vrai, parce qu'on a pas mal d'universitaires qui se sont saisis du terme dans les années 70 pour parler beaucoup de décolonisation. Donc le terme est revenu, il est redevenu possible d'employer ce terme en France. Mais aux États-Unis, ils sentent toujours un peu le souffle. Mais en réalité, même si le terme n'est pas employé, le concept, la lecture, la carte est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. En effet, la carte est très actuelle et ça fait un lien, une transition parfaite par rapport à la question qui, je pense, qui vient à l'esprit de beaucoup de monde ici. Même si, la géopolitique, c'est une relation de puissance. Et aujourd'hui, les relations de puissance qui se posent, c'est surtout les relations sino-américaines. Vous accordez une place extrêmement importante dans votre ouvrage à la Chine, aux relations sino-américaines, sino-états-uniennes. Donc, comment aujourd'hui les États-Unis perçoivent-ils la Chine? Comment cette perception a évolué au fil du temps? Et quelles sont les perspectives que vous voyez dans ces relations? Alors, une autre question importante, mais vous avez raison, ça prend totalement la suite de cette histoire de géopolitique, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis voient la Chine, alors c'est vraiment l'un des rares sujets d'entente bipartisane à Washington aujourd'hui, c'est vraiment le sujet sur lequel les républicains et les démocrates sont d'accord, c'est que la Chine est leur ennemi principal. Dans les textes de stratégie très officiels que publient toutes les administrations aux États-Unis, aujourd'hui, la Chine est désignée comme a pacing challenge, c'est-à-dire un défi structurant. Et c'est le plus haut dans la désignation des ennemis. La Russie, pendant ce temps-là, n'est que une acute threat, c'est-à-dire une menace aiguë. Mais une menace aiguë, c'est moins fort que défi structurant ou challenger structurant. La Chine, en effet, est vue aussi bien par les Trumpistes que les pacifistes à la gauche du Parti démocrate comme un ennemi, et ceci pour beaucoup de raisons différentes. Aussi bien la géopolitique au sens commun du terme, parce qu'en fait la Chine essaye de conquérir les îlots de mer de Chine du Sud pour agrandir sa zone de domination maritime, mais on sait qu'elle a aussi des vues sur Taïwan, donc ça c'est pour les menaces géopolitiques. Trump ajoute à cela la déloyauté commerciale des États-Unis, le fait qu'ils jouent sur leur monnaie, qu'ils font de l'espionnage industriel sur les entreprises occidentales. Donc les démocrates sont d'accord avec ça, mais les démocrates, eux, insistent plutôt sur les atteintes aux droits de l'homme que commet le régime chinois contre les dissidents, les journalistes, les gens du Tibet ou les habitants du Xinjiang. On peut ajouter aussi la présence culturelle chinoise dans tous les pays, par le biais de leurs instituts Confucius, les menaces qu'ils font peser sur leurs propres nationaux exilés à l'étranger. Ils essayent de les contrôler. Il y a encore d'autres menaces chinoises qui font vraiment de ce pays un ennemi tous azimuts pour les États-Unis. Et donc, je crois qu'aujourd'hui,
il n'y a pas de débat sur le fait que cette carte fonctionne toujours avec une Chine, enfin avec un heartland qui va jusqu'au bord de l'Eurasie, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, quelle est la stratégie que les États-Unis, depuis plusieurs années, mettent en place, ou peut-être la stratégie à venir de l'administration Trump 2 vis-à-vis de la Chine? Quelles sont les principales tendances selon vous? Alors, on est sorti il y a quelques années d'une longue période d'optimisme vis-à-vis de la Chine. Alors, si on repart en arrière, vous vous souvenez que quand la Chine est devenue communiste en 1949, à ce moment-là, les États-Unis, c'est le début de la guerre froide, rompent les relations diplomatiques avec la Chine continentale, la Chine communiste, et maintiennent leurs relations diplomatiques avec les Chinois nationalistes qui étaient réfugiés à Taïwan. Il a fallu la politique très réaliste et très cynique de Kissinger au début des années 70 pour que les États-Unis renouent des relations diplomatiques avec la Chine communiste, ce qui s'est fait sous Carter en 1979. Kissinger a mis les choses en route, mais le temps que ça avance, ça a dû attendre 1979. Et à ce moment-là, les États-Unis, d'abord, si je parle juste de Taïwan, ont mis en place une doctrine stratégique vis-à-vis de Taïwan qui est toujours la même depuis 1979 et qui s'appelle l'ambiguïté stratégique. Ça consiste à dire à la Chine communiste, eh bien oui, nous reconnaissons que Taïwan est à vous et que vous pourrez éventuellement récupérer Taïwan, mais pas tout de suite. Et puis à Taïwan, ils vont dire, vous avez besoin d'armement et de formateurs pour vous défendre, dites-nous ce qu'il vous faut et puis on va vous livrer tout ça. Donc c'est l'ambiguïté stratégique qui vise à maintenir la stabilité dans la région. Ce qui, si on touche du bois, a tenu le coup jusqu'aujourd'hui. On verra la Chine étant de plus en plus forte et agressive, ce que ça peut devenir dans les années qui viennent. Mais jusqu'à présent, cette ambiguïté stratégique est reprise et respectée par tous les présidents américains, démocrates ou républicains. Biden l'a fait, Trump l'a fait, va continuer à le faire. Donc ça, si vous voulez, c'est sur la question stratégique, sur la question de la menace autour de Taïwan. Mais après 1979, les États-Unis ont commencé à penser, et ça a été surtout vrai dans les années 1990, que la Chine avait vocation à devenir une démocratie comme l'URSS. Rappelez-vous des années 1990, c'est cette décennie absolument merveilleuse pour les États-Unis où ils avaient gagné la guerre froide contre l'URSS. L'URSS s'était écroulée comme ça en 1991. Tous les pays de cette région, la Russie elle-même, tous les pays de l'Europe centrale étaient devenus ou étaient en train de devenir des démocraties libérales avec un système économique libéral également. Alors évidemment, l'histoire a changé, mais l'histoire a évolué et tout ne s'est pas si bien passé par la suite. Mais dans les années 90, les Occidentaux pouvaient penser, avec immensément de joie et de soulagement, que leur modèle avait gagné, que leur modèle était le meilleur du monde et qu'on le voyait bien puisque la Russie soviétique s'y était finalement ralliée. Et c'est ce que disait, vous savez, Francis Fukuyama dans son livre sur la fin de l'histoire. Fukuyama, à l'époque, dans les années 90, explique que eh bien, la démocratie a gagné et que tout va bien se passer maintenant et que tout le monde va s'y rallier. Et donc, dans les années 90, il faut excuser les gens de cette époque-là, dont nous étions certainement pour beaucoup, eh bien, on pouvait croire que la Chine allait suivre le même chemin que l'URSS et que son système communiste allait s'écrouler. Et Bill Clinton, notamment dans les années 90, a eu cette idée qu'il fallait absolument faire rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour qu'elle s'ouvre au commerce avec l'Occident, pour qu'elle devienne prospère, pour que la Chine, la population chinoise, qui était encore pour beaucoup très 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 pauvre à l'époque, les familles n'étaient pas encore très anciennes, eh bien, en faisant accéder cette population chinoise à la prospérité grâce au commerce avec l'Occident, eh bien, fatalement, enfin pas fatalement, mais heureusement, merveilleusement, cette population chinoise allait réclamer la démocratie, le gouvernement chinois allait céder et la Chine allait devenir une démocratie. C'est l'espoir que nous avions dans les années 90 et c'est pour ça que les démocrates américains et d'ailleurs Bush, c'est lui qui a signé ça en 2000, ont fait rentrer la Chine dans l'OMC. Et alors là, ça c'est, je crois, la croix
croissance chinoise à partir du moment où elle est rentrée dans l'OMC. Donc vous voyez, ça a très très bien marché. La Chine est devenue beaucoup plus riche et une portion vraiment énorme de la population chinoise est sortie de la misère pour devenir une classe moyenne consumériste à l'occidental. Le problème, et pour nous occidentaux ça a été une réalisation terrible, c'est qu'en fait la Chine nous a montré que prospérité économique et démocratie n'allaient pas nécessairement de pair. Et c'est pas parce que les gens devenaient prospères qu'ils voulaient la démocratie. Alors que pour nous, ça allait nécessairement ensemble. On ne pouvait pas devenir prospère sans vouloir aussi avoir des élections libres. Ben non, en fait, la Chine nous a montré un contre-exemple. Et il a fallu quand même une dizaine d'années aux dirigeants américains pour se résoudre à comprendre que la Chine n'allait pas devenir une démocratie. Et c'est donc, il faut donc attendre les années 2010, alors donc on est sous Obama, pour qu'en fait ils comprennent que la Chine finalement était une puissance assez nocive pour les États-Unis. Et donc c'est dans les années 2010 que l'administration Obama a lancé le pivot vers l'Asie, qui est une politique qui vise à contenir, à faire de l'endiguement contre la Chine pour calmer un peu son développement dans le monde. Et en fait, on en est toujours là aujourd'hui. On est toujours avec des États-Unis qui veulent contenir la puissance chinoise. Et c'est l'essentiel de leur stratégie aujourd'hui vis-à-vis de la Chine. Merci. Effectivement, la question que vous soulevez, c'est la question économique qui est fondamentale. Vous le montrez très bien dans votre ouvrage que ces relations entre la Chine et les États-Unis sont passées donc d'une coopération, d'un certain optimisme vers ce qu'on qualifie, que certains experts qualifient aujourd'hui des relations de destruction économique mutuelle assurée. Et donc là, ça nous ramène au sujet de l'économie. Les instruments de la puissance américaine, les instruments de la puissance chinoise, mais aujourd'hui on parle des États-Unis dans ce débat stratégique. Donc l'économie, quelle puissance économique sont les États-Unis? Comment vous les qualifiez? Est-ce qu'il y a certains éléments qui sont plus importants que d'autres? Je pense notamment à l'innovation, à la technologie. Quelle place ces facteurs peuvent occuper dans la définition de la puissance économique américaine aujourd'hui? Et c'est surtout, ça fait le lien avec ce qu'on voit avec l'idée que ce n'est pas parce qu'on est prospère qu'on est forcément très démocrate, et l'inverse pourrait être également vrai. On voit que les fractures sociales, économiques, internes sont extrêmement importantes aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que pour vous, ces fractures ont des conséquences sur la politique étrangère américaine? Donc ma question, tout d'abord, donc, quelle puissance économique américaine aujourd'hui? Comment on peut la qualifier? Quels sont ces ingrédients de cette puissance? Et comment les problèmes internes, quels sont d'ailleurs ces problèmes? Est-ce que vous pourriez les détailler, les problèmes internes de la puissance économique au niveau donc les fractures sociales? On voit que je crois c'était dans les chiffres, les 1% des plus riches captent 40% de la richesse américaine aujourd'hui, enfin en tout cas en 2018. Donc comment ces fractures se traduisent dans la politique étrangère? Est-ce qu'il y a des traductions? Peut-être non. Ouais, c'est une question assez costaud, hein, parce que je voulais déjà dire une chose, c'est que oui, les États-Unis sont toujours la première puissance économique du monde. Hein, j'ai des chiffres de PNB là-dedans que j'ai plus en tête pour tenir un chiffre. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis sont de loin la première puissance économique du monde en termes de PNB, de production nationale brute par an. Et c'était pas évident de dire ça il y a quelques années parce que, justement, avec cette croissance chinoise, vous voyez, si on continue la courbe, telle qu'elle va comme ça, on monte très haut. Or on a dû refaire nos prévisions sur la comparaison entre la puissance économique américaine et chinoise depuis le Covid. Parce que, donc là on est en 2025 bientôt. Il y a 5 ans, début 2020, donc avant le Covid, vous aviez l'ensemble des économistes du monde et les gens de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international expliquaient, chiffres à l'appui, que très vraisemblablement, la Chine allait dépasser les États-Unis en termes de PNB
d'ici quelques années, alors 2025, 2030, enfin à peu près dans ces eaux-là. Alors attention, pas en termes de PNB par habitant, parce que les Chinois sont tellement nombreux que leur PNB par habitant était plus bas, mais en tout cas, en termes de PNB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que vous pouvez acheter avec le PNB, vu que les choses sont moins chères en Chine, ça revenait à peu près au même. En tout cas, vous aviez cette prédiction extrêmement sérieuse et très étayée du fait que la Chine allait dépasser les États-Unis en termes de puissance économique. Et du coup, toutes les prévisions partaient de là pour dire que les États-Unis allaient être challengés par la Chine et que peut-être que même les deux pays allaient se faire la guerre. Vous avez eu en 2018 la sortie d'un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui était Le piège de Thucydide, d'un Américain qui s'appelle Graham Allison, et dans lequel il explique, donc ce livre est toujours... on peut toujours le trouver, il est très intéressant, il explique que lorsque deux puissances mondiales, deux premières puissances si vous voulez, se succèdent dans l'histoire, eh bien, le plus souvent, l'une succède à l'autre par la guerre. Et il prend exemple, le piège de Thucydide, donc c'est cet écrivain grec, du moment dans l'histoire de l'Antiquité grecque où la puissance de Sparte a succédé à la puissance d'Athènes. Et donc les deux villes se sont fait la guerre. Et il prend plein d'exemples dans l'histoire ensuite, la France qui succède à l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, etc. À chaque fois, les grandes puissances dominent le monde et se succèdent par la guerre. Et donc ce qu'il explique, c'est que très certainement, les États-Unis et la Chine vont se faire la guerre lorsque la Chine va succéder, lorsque la puissance chinoise va succéder à la puissance américaine. Donc on en était là. Et puis, donc c'était un petit peu angoissant, on commence à se demander comment ça allait se passer, cette guerre entre deux puissances nucléaires, c'était pas forcément très bien parti. Bref, le Covid est arrivé et a énormément ralenti la croissance chinoise. Alors, je dis le Covid, mais en fait, il y avait aussi une énorme crise de l'immobilier chinois dans les mêmes années, à laquelle succède aujourd'hui une décrue démographique de la Chine qui est engagée depuis 2-3 ans. La Chine aujourd'hui n'est plus le pays le plus peuplé du monde, c'est l'Inde. Alors les deux pays sont à peu près à 1,4 milliard d'habitants, mais l'Inde est devant la Chine. Pas de beaucoup, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc on a pensé pendant des années que la Chine était cette immense puissance, que rien n'allait arrêter. Et aujourd'hui, en fait, si on interroge le FMI et la Banque mondiale, eh bien, ils prévoient que la Chine va en fait connaître un plateau dans l'évolution de son PNB et donc ne va pas dépasser les États-Unis, en tout cas pas de sitôt, ou même il n'y a plus de prévision d'année à laquelle la Chine dépasserait les États-Unis. Donc les États-Unis sont for the foreseeable future, c'est-à-dire pour l'avenir tel qu'on peut l'envisager, la première puissance économique. Alors, pourquoi, comment? Alors dans le livre, je me suis fait plaisir à faire un petit peu de livres de géographie de terminale en regardant un peu la richesse du sous-sol américain, la richesse de son agriculture, la richesse de sa puissance d'innovation technologique. Il faut dire surtout que les États-Unis sont un pays extrêmement éduqué, avec beaucoup de gens qui ont de super diplômes et qui donc peuvent innover de manière extrêmement créatrice année après année. Donc c'est vraiment un pays qui est très bien doté. Après, il faut parler un peu de politique et de société pour dire que les États-Unis, vous avez tous entendu parler du rapport Draghi qui est sorti il y a quelques semaines et qui explique combien les États-Unis ont une croissance et une compétitivité bien devant l'Europe et que l'Europe a complètement décroché, ce qui est vrai. Après, que font-ils de toute cette richesse? On voit, et alors vous m'avez tendu la perche tout à l'heure, que les États-Unis, qui sont donc ce pays extrêmement riche, et de plus en plus riche et de plus en plus innovant, a un modèle social qui diffère complètement du nôtre, et cette richesse n'est pas bien redistribuée, puisque c'est un pays où les inégalités sont quand même très très fortes, avec beaucoup de gens qui sont incroyablement plus pauvres que ce qu'on voit en Europe. Et donc, c'est pas le tout d'être extrêmement riche. Il faut savoir comment moralement, comment éthiquement et comment socialement on emploie cette richesse.
Et donc pour vous, est-ce que ces inégalités ont des conséquences sur l'action américaine à l'échelle internationale? Est-ce que ces problèmes internes peuvent ou non avoir des conséquences sur ce que les États-Unis, les différentes administrations, là en l'occurrence l'administration Trump, pourraient faire dans les années à venir à l'échelle internationale? Le recentrage vers des problèmes plus internes ou aller effectivement continuer à rayonner à l'échelle internationale? Oui, alors le fait que les États-Unis aient une portion de population très pauvre n'empêche pas les États-Unis en tant qu'État d'agir à l'étranger. Leur armée est très bien dotée, etc. Mais ce qui est vrai, vous avez raison, c'est que les États-Unis, depuis Trump, se sont rendus compte, sous la pression de l'électorat, que ce modèle n'était plus possible et qu'il fallait essayer de rebâtir une prospérité, rebâtir le contrat social américain, et donc essayer de se recentrer, comme vous l'avez dit, sur les États-Unis. C'est ce que propose Trump avec son projet MAGA, Make America Great Again. C'est vraiment cette idée d'un nationalisme qui se replie pour essayer de rebâtir une Amérique. C'est exactement ce que Biden a fait ces 4 dernières années avec sa politique économique qui s'appelle les Bidenomics, l'idée de reconstruire les infrastructures, de faire revenir les usines et en fait de redonner une perspective de prospérité aux familles de la classe moyenne et en réalité de reconstruire ce qu'est le contrat social américain tel que Tocqueville le décrivait déjà dans les années 1840, qui est l'idée que si on travaille avec sérieux et avec effort, et si on se donne du mal, eh bien, on va pouvoir s'enrichir, ça va marcher, le modèle va marcher, et nos enfants pourront aller à l'université et être plus riches que nous. Et c'est le modèle qui a porté les États-Unis pendant 2 siècles, et qui avait ou a encore, ça je vous laisse, ça c'est a l'air de dysfonctionner depuis les années 80, puisque on a eu un modèle de société qui enrichissait les plus riches et qui ne fonctionnait plus pour les classes moyennes. Voilà. Effectivement, donc les États-Unis demeurent une puissance économique sans égale à ce jour, et ça me fait penser à un deuxième instrument de puissance américaine que vous évoquez longuement dans votre ouvrage, c'est la puissance militaire. Est-ce que vous pourriez en quelques phrases de nous préciser, voilà, quelle est la puissance militaire américaine aujourd'hui, comment la perception des menaces aujourd'hui, donc la Chine, influence aussi la politique en termes de partenariat, d'alliance, et quelles seront d'éventuelles évolutions sous l'administration Trump en la matière. Donc la puissance militaire, ses influences, ses tendances aujourd'hui et ses perspectives dans les années à venir. Oui, alors avant de répondre à cette question, je voudrais rajouter un deuxième point à la réponse précédente sur l'incidence des inégalités sociales à l'intérieur du pays sur l'action à l'étranger des États-Unis. Et là, je voudrais parler du soft power américain, parce que je crois que vous n'avez pas de questions dessus après. Donc je profite je kidnappe le truc pour rajouter un point là-dessus, parce que ça me semble important. En fait, il faut dire que ce modèle, ces inégalités et ces dysfonctionnements à l'intérieur des États-Unis, je disais que ça n'avait pas vraiment d'influence sur l'action de l'armée américaine à l'étranger, c'est certain, mais ça a une incidence sur le prestige et le modèle américain à l'étranger. C'est-à-dire que quand dans le reste du monde, on voit que la plupart des Américains ont du mal à payer pour aller chez le dentiste ou ont du mal à payer pour des soins de santé de base, que y a quand même quelque chose qui semble dysfonctionner dans la répartition des richesses dans la société, même enfin de manière basique. Je ne veux pas dire qu'il devrait devenir une démocratie communiste, c'est pas du tout mon point, mais il y a quand même des choses qui semblent quand même trop injustes et trop et d'ailleurs contre-productives pour le fonctionnement même de la société américaine. Bref, ce que je veux dire, c'est que lorsque les pays dans le reste du monde voient ça quand même, ça abîme le prestige des États-Unis. Et donc, ça abîme le soft power américain, c'est-à-dire leur stature morale dans le monde. Voilà, donc ça, c'était juste un petit ajout sur la réponse précédente. Et maintenant, sur le militaire. Alors, aujourd'hui, compte tenu de cette vision du monde très centrée sur la menace chinoise, les États-Unis, dans leur
dans leur puissance militaire, se centrent énormément sur la région de l'Indo-Pacifique. Et là, vous voyez sur cette carte, c'est la zone. Vous savez, les États-Unis ont divisé le monde en zones de commandement pour leurs armées. Donc, il y a la zone de commandement atlantique, donc c'est celle qui est en face de nous dans la mer. Il y a les zones d'Amérique latine, il y a la zone du territoire nord-américain proprement dit, et vous avez cette zone Indo-PACOM, donc qui est donc Indo-Pacifique. Elle a ce nom depuis peu de temps, hein, parce qu'avant ça ne s'appelait pas comme ça. Les États-Unis donc cherchent à redéployer leurs forces navales sur cette région. Et donc ils ont maintenant en permanence le nombre majeur de porte-avions dans cette région. Ils les ont fait venir de la zone atlantique. Les États-Unis ont toujours les armées les plus puissantes du monde. Leur force d'innovation est absolument sans égale. Les Chinois avancent derrière, mais ils sont encore très loin derrière. Que dire d'autre? Je pense que l'une des... Alors, je vous renvoie au livre pour savoir quels sont les programmes militaires les plus avancés aux États-Unis, pour savoir quels sont les budgets de défense. Et en gros, c'est plus de 800 milliards de dollars par an pour le budget de défense. Alors, tout ne va pas à l'innovation et à l'acquisition de matériel, hein. Il y a aussi l'entretien des troupes, etc. Mais enfin, 800 milliards de dollars, c'est quand même plus que tous les autres pays derrière combinés, y compris la Chine, hein. Donc, les États-Unis sont vraiment loin devant tout le monde. Donc, ils font des choses extraordinaires pour leurs armées. Mais j'ai envie de dire que quand on regarde ce que font les États-Unis en termes de puissance militaire par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, par rapport au reste du monde, en fait, ce qui les distingue avant tout, c'est leur réseau d'alliances et de bases militaires à l'étranger. Et je crois que j'ai une petite carte très bien faite. Alors ça, c'est une carte sur un tableau de leur modernisation de force nucléaire, mais je ne m'y arrête pas. C'est celle-là que je veux vous montrer. Ça, c'est une carte des bases militaires dans le monde. En fait, les États-Unis sont sont énormément avantagés parce qu'ils ont un réseau d'alliances militaires et donc de bases militaires dans le monde qui est sans commune mesure avec ce que les Russes ou les Chinois peuvent poser sur la table. Donc les Russes n'ont pas beaucoup d'alliés dans le monde. Les Chinois essayent d'en avoir. Alors là, il faut peut-être se méfier parce qu'effectivement, par leur politique de prêt, notamment aux pays d'Afrique et aux pays d'Amérique latine, entre autres, les Chinois sont en train d'avancer leurs pions. Mais pour l'instant, on peut dire que les États-Unis sont sans égal pour ce qui est des relais de puissance dans le monde. Et c'est peut-être ce qui, à mon avis, en fait la première puissance militaire. Effectivement, c'est très intéressant parce que ça montre que la puissance américaine vers le pivot de l'Asie, la stratégie Indo-Pacifique, mais quelle place pour l'Europe dans la stratégie américaine? Est-ce que, selon vous, il faut repenser le lien transatlantique et peut-être comment? Ah, alors attendez. Nous pouvons repartir pour une discussion d'1h30 sur le sujet, oui, bien évidemment. Mais en quelques mots, effectivement, l'Europe, ce qui nous intéresse. Voilà. Comment eux, ils perçoivent l'Europe? Parce que la France, nous avons la vision française, mais comment les États-Unis perçoivent historiquement l'Europe? Quelle place dans la stratégie? Alors, je vais vous dire, moi, depuis tout ce temps que je travaille sur les États-Unis, j'ai toujours entendu les Européens se lamenter avec angoisse, mais je parle vraiment littéralement depuis les années 80, se lamenter avec angoisse en disant « Oh là là, les États-Unis se détournent de nous, le lien transatlantique est en train de se désagréger, c'est inexorable. » Mais c'est normal d'ailleurs, ils ont cette ouverture sur le Pacifique, et puis en plus leur démographie, il y a de moins en moins d'Européens d'origine aux États-Unis, c'est une population de plus en plus, comme disait Obama lui-même, « This country is getting more and more brown ». C'est-à-dire que les gens vont être de moins en moins
d'origine caucasienne, comme ils disent dans le recensement américain, mais de plus en plus d'origine autre. Et donc, fatalement, le lien avec l'Europe va se désagréger. On disait beaucoup ça sous Obama, parce que premier président noir, donc fatalement, voilà. Et en fait, je crois... Alors, et je voudrais être plus optimiste que ça, parce que je ne pense pas que ce soit complètement vrai. Parce que d'abord, si on prend cette idée de démographie en disant que si les gens sont d'origine africaine, eh ben, ils vont être moins proches des Européens. Ben, si vous regardez Obama, en fait, le lien avec l'Europe était assez fort, alors que sous Trump, Trump détestait l'Union européenne, détestait les Européens, alors que lui, sa mère est écossaise et son père était d'origine allemande. Donc en fait, on voit bien que cette histoire d'origine démographique fonctionne pas complètement. Le lien d'histoire est toujours aussi fort. On l'a vu sur les plages d'Omaha Beach en juin dernier. Bon. Moi, je crois... Alors, pour finir, donc ça, c'est une théorie. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, le lien entre les États-Unis et l'Europe, c'est avant... Et je vais mettre le Canada dedans. Le lien entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est avant tout un lien qui est fondé sur les valeurs. C'est-à-dire que... il n'y a pas tellement de pays dans le monde, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, dans lesquels les valeurs des Lumières sont toujours enseignées à l'école comme l'alpha et l'oméga de la société ou du fond culturel des valeurs de la société. Enfin, à vrai dire, on peut ajouter des pays d'Amérique latine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les pays du Commonwealth, bon d'accord. Mais enfin, les pays dans lesquels les valeurs des Lumières sont absolument consubstantielles, il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Et alors là, je retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, 1789, on a quand même des pays qui sont venus, dont le fonctionnement politique, dont les références politiques sont venues en droite ligne du siècle des Lumières. Et ça, ça dessine un lien qui est, à mon avis, très très solide et qui ne tient pas à l'histoire récente, qui ne tient pas à la couleur de peau, mais qui tient à ce qui est enseigné dans les écoles aux enfants. C'est-à-dire que je pense que tant qu'on continuera à enseigner ces valeurs de démocratie, de droits de l'homme, de tout ce que vous voulez, dans les écoles d'Amérique du Nord et d'Europe, je pense que ces deux régions resteront les plus proches et avec une alliance indéfectible en cas de problème. Voilà. Bon, ça c'est très optimiste, hein, mais je pense que c'est pas complètement faux. Et je vais même vous dire un autre truc, c'est que ce lien de valeur, il existe aussi même... Enfin, les échanges de valeurs entre les deux rives de l'Atlantique sont, à mon avis, extrêmement fortes sur cette question des valeurs des Lumières. Mais en fait, presque à l'inverse, il y a une contre-preuve qui est de dire qu'il y a même des échanges, des échanges intellectuels entre gens d'extrême droite, entre États-Unis et Europe, comme par exemple la alt-right, dont on parlait beaucoup pendant le premier mandat de Trump. C'est des gens qui s'inspirent énormément des travaux de Renaud Camus ou d'autres types d'extrême droite en France. Donc en fait, il y a un lien culturel qui est très fort. Alors je le place en priorité sur les questions, sur les aspects de valeur des Lumières, mais il y a d'autres échanges dans d'autres parties du spectre politique entre les deux rives de l'Atlantique. Donc je maintiens que les deux régions ont un lien culturel très fort. Et puisque nous parlons de la culture, des idées, des valeurs, une question, la toute dernière question avant qu'on ouvre le débat à la salle, pourrait porter sur le leadership américain. Donc ça rejoint vos idées sur le soft power, votre raisonnement. Mais dans le contexte actuel où on voit la montée en puissance des populismes, y compris aux États-Unis, des régimes autoritaires partout dans le monde, que reste-t-il de ce modèle américain, de modèle de leadership américain, des idées véhiculées américaines? Est-ce que les États-Unis, pour faire simple, sont toujours crédibles à l'échelle internationale? Eh ouais, ça c'est un énorme problème, parce que maintenant que j'ai fait mon laïus super optimiste sur les valeurs des Lumières et l'Europe, etc., c'est vrai qu'il y a un vrai problème de contestation du modèle occidental tel qu'il est en place depuis 1945 ou les années 90, justement. Une contestation parce que beaucoup de pays
osent dire aujourd'hui ce qui ne se disait pas vraiment avant, c'est-à-dire que finalement la démocratie, c'est pas pour eux, ils n'en veulent pas. Et même chez nous, nous avons en interne des contestations aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est en fait très complexe. La contestation principale aujourd'hui en dehors des États-Unis, donc je ne parle pas des contestations en interne, mais là je fais un premier développement sur les contestations à l'extérieur. Vous avez effectivement un pays comme la Russie qui est extrêmement opposé à notre modèle, enfin extrêmement, comment dirais-je, critique, pour dire le moins, de notre modèle libéral. Vous avez des pays comme l'Arabie saoudite pour lesquels la démocratie, le vote, c'est un système impie qu'ils rejettent absolument. La Chine se revendique comme autocratie. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'autant plus que ces pays se sont maintenant unis pour former les BRICS, et les BRICS+, qui est une sorte d'alliance de pays du Sud. Donc BRICS, vous savez, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis il s'en ajoute beaucoup derrière depuis quelques années. Alors, c'est pas forcément une menace à prendre... enfin, c'est une menace intellectuelle, c'est une menace morale. Après, ce sont des pays qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, notamment l'Inde et la Chine ne s'entendent pas forcément très bien, donc on n'est pas totalement certain qu'ils vont fonctionner de manière optimale. Et pour ce qui est des menaces internes maintenant, je crois que le grand sujet pour les États-Unis, c'est qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ne veulent plus assurer ce leadership. Alors, attention, parce que quand on dit les États-Unis ne veulent plus, de quoi on parle? Les États-Unis, ce n'est pas une personne, c'est même très... Comme c'est une démocratie, c'est un pays éminemment multivoque où les différentes personnes tiennent des discours différents, et notamment sur la politique étrangère. Vous avez aux États-Unis des courants différents de politique étrangère, donc ceux qui, comme Trump, veulent rentrer à la maison et ne plus s'occuper du reste du monde, ceux qui, comme Biden, veulent au contraire que les États-Unis soient toujours cette force morale qui veut faire le bien dans le monde. Biden, dans les 4 dernières années, s'il a défendu l'Ukraine, c'est avant tout pour des raisons morales. Il ne fallait pas que l'Ukraine cède parce que c'est une démocratie souveraine et qu'elle était attaquée par plus fort qu'elle, la Russie. Et donc il fallait absolument, il était de la mission des États-Unis d'aller défendre ce pays pour des raisons morales, pour des raisons éthiques. Donc vous voyez, vous avez ces différents courants. Et le courant qui a la cote aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors même avant la réélection de Trump, c'est un courant qui est présent aussi bien à droite chez Trump qu'à gauche, à l'extrême gauche, comme chez quelqu'un comme Bernie Sanders, des courants qui pensent que effectivement les États-Unis ne doivent plus se mêler, d'aller faire le bien dans le reste du monde parce que c'est trop coûteux et il faut s'occuper de soi-même avant tout. Donc ça, c'est plutôt la vision de Trump. Ou encore, et là c'est plutôt la vision de Bernie Sanders, c'est pas la peine, c'est immoral d'aller aider des pays étrangers qui sont pour certains d'entre eux des dictatures. Par exemple, Bernie Sanders est tout à fait opposé à ce que les États-Unis aident l'Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen, parce que l'Arabie saoudite, c'est une sorte de kleptocratie pas du tout démocratique. Bernie Sanders est aussi très critique du soutien des États-Unis à Israël. Alors Bernie Sanders est de confession juive lui-même, mais ça ne l'empêche pas d'être super critique du gouvernement du Likoud, qui le qualifie de gouvernement d'extrême droite. Et donc, il a été critique ces derniers mois de Biden pour son soutien à Israël après le 7 octobre. Et donc, aujourd'hui, c'est la question que je pose sur la couverture du livre. Les États-Unis, en fait, aujourd'hui, ne sont plus certains du rôle qu'ils veulent jouer dans le monde, et beaucoup d'Américains pensent que les États-Unis doivent rompre avec ce rôle qu'ils ont eu pendant la guerre froide et ne plus être le leader du monde. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très très intéressant, très riche. Il nous reste une petite demi-heure, un peu moins, pour la discussion avec la salle. Donc, ce que je vous propose, effectivement, vous levez la main, vous vous présentez et vous posez votre question de manière la plus succincte possible afin que tout le monde puisse poser sa question.
Alors, il y a un monsieur au fond. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. D'accord. Oui, merci beaucoup. J'avais une question. Quelle est la stratégie des États-Unis du point de vue du Rimland? Et par Rimland, j'entends l'Afrique et l'Inde. Eh ben c'est simple, c'est très simple. Pour l'Afrique, il n'y a pas de stratégie. En fait, les États-Unis ont laissé tomber. Parce qu'ils étaient assez contents d'avoir la France sur place, parce que en nous aidant, et ils pouvaient rester à distance, ils pouvaient lead from behind, comme disait Obama, c'est-à-dire nous donner de l'appui en termes de renseignement ou de transport aérien quand il le fallait, et comme ça, ils n'étaient pas trop obligés de s'impliquer directement. Maintenant que la France se retire d'Afrique, je pense que très clairement, le terrain est totalement libéré pour les Chinois et les milices russes. Donc ça, c'est pour l'Afrique. Et c'est pas une très bonne nouvelle pour les Africains, d'ailleurs. OK. Et quant à l'Inde, alors là, il y a régulièrement des échanges entre les deux pays, notamment sur les questions d'innovation technologique et d'investissement de part et d'autre. Il y a, il faut le dire, une fuite des cerveaux indiens vers les États-Unis qui est très forte et qui est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'Inde, hein, en réalité. Et je pense que l'essentiel des échanges se fait sur ces questions-là, c'est-à-dire innovation, croissance économique, etc. Très très peu de relations géopolitiques entre les deux pays, puisque si les États-Unis parlent d'Indo-Pacifique, l'Inde ne parle pas tellement, elle, d'Indo-Pacifique, hein. Olivier Pioux. Je suis surpris que vous parliez toujours du Rimland, parce que vous venez de parler d'Afrique, on l'a exclu, l'Inde, la Chine. Il reste donc plus que le Moyen-Orient. Et depuis les années 2000, que ce soit Colin Powell, Condoleezza Rice ou les gens du département de la Défense, ils disent toujours que c'est trop cher de défendre ce coin-là, c'est l'autre bout du monde pour eux, et qu'en plus, le pétrole qui sort par le détroit d'Ormuz sert pour la Chine, qui leur fait la guerre économique, et le Japon, qui leur fait la guerre économique aussi. Donc ils ont cherché à partir depuis maintenant 20 ans, et puis là, ils s'aperçoivent que c'est quand même un problème. À votre avis, est-ce qu'ils vont y revenir, ou est-ce que c'est finalement le passé? Mais oui, il y a toujours une lutte pour ce contrôle. Alors, il y a toujours une lutte pour ce contrôle du Rimland, et la guerre en Ukraine en est une expression. L'Ukraine était désignée comme vraiment l'un des États clés du Rimland par ce Britannique dont vous m'avez soufflé le nom tout à l'heure, Mackinder, et ensuite par Spikeman. Et donc c'est assez... et je cite dans le livre cet historien français qui s'appelle Paul-Henri Soutou, qui, lorsque la guerre en Ukraine a débuté en 2022, a dit ben voilà, c'est à nouveau une lutte pour le contrôle du Rimland à l'ancienne qui se déroule en 2022, 2023, 2024 en Ukraine. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Mais vous avez... Enfin, et maintenant, la lutte, si vous voulez, j'ai l'impression que si on parle de cette stratégie américaine très centrée sur la Chine, c'est comme si finalement le Rimland aujourd'hui se situait dans le Pacifique. Donc on n'est plus sur la côte, parce que la Chine va jusqu'à la côte nécessairement, mais le contrôle du Rimland, il consiste... Attendez, je vais vous montrer une autre carte, vous allez voir. C'est comme si il se déroulait maintenant... attendez, il faut que je reparte en arrière. Ouais, pardon, je l'ai passé. C'est comme si maintenant le contrôle du Rimland allait se faire dans l'océan Pacifique. Bon voilà, non, c'est là en fait. Dans les îles que vous voyez et sur toute cette zone autour de la Chine. Et donc enfin, on pourrait parler de la Corée du Sud et du Japon et de toute la péninsule de ce qu'on appelait l'Indochine en France auparavant et jusqu'à l'Australie.
Donc je pense que cette explication du Rimland vaut toujours. Hein. Mais ce que je vous accorderai, c'est que c'est vrai, la partie de l'intelligentsia américaine qui est pour un retrait des États-Unis des affaires du monde ne veut certainement pas entendre parler de contrôle de Rimland ou que ce soit, puisqu'ils veulent un retrait pur et simple de leur pays, de toutes ces régions contestées. Ils veulent juste laisser tomber, ce qui est un débat permanent aux États-Unis. Oui, bonjour Olivier Serres. J'ai une question relative à l'actualité, notamment le changement de l'arrivée au pouvoir de l'État islamique en Syrie. Je voulais avoir votre avis sur l'analyse américaine par rapport à cette situation qui est de nature à affaiblir effectivement la Russie et l'Iran, mais par contre qui pourrait constituer une menace importante pour les intérêts des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses qui se déroulent en même temps. En effet, il y a cet affaiblissement de l'Iran qui va peut-être, de manière contre-intuitive, leur éviter une frappe israélienne dans les semaines qui viennent, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on pouvait craindre. Et en même temps, les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Un retour possible, retour, c'est pas le terme, mais une victoire de l'État islamique en Syrie n'est pas non plus une bonne nouvelle pour les États-Unis. D'ailleurs, j'ai lu dans le journal rapidement ce matin que les États-Unis avaient déjà, mais je parle sous votre contrôle parce que je suis pas sûre d'avoir le bon chiffre, avaient accompli 75 frappes aériennes en Syrie ces derniers jours pour frapper des cibles, des zones, des points de contrôle de l'État islamique pour justement les empêcher de prendre le contrôle. L'État islamique étant sunnite, l'Iran étant chiite, mais les deux étant des ennemis pour les États-Unis. C'est pour ça que je dis que les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos amis. Les États-Unis n'auraient pas du tout intérêt à voir une victoire de l'État islamique en Syrie. Donc, comment va-t-on faire ? Mais d'ailleurs, c'est nous non plus. Comment va-t-on faire ? Le départ de Bachar el-Assad est une très bonne chose, mais il faudrait que ce soit des forces plus modérées qui prennent le contrôle du pays. Et là, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Les États-Unis sont très certainement dans le flou, tout comme nous. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler un épisode qui s'est passé en 2017 ou 2018, ok. Vous vous souvenez, lorsque on sort de 15 ans de guerre civile aux États-Unis avec Bachar el-Assad martyrisant son propre peuple, et vous vous souvenez de ces fameuses atroces frappes chimiques que Assad a fait sur sa propre population. Obama avait dit que c'était une ligne rouge et que s'il y avait des frappes chimiques, il interviendrait pour punir les forces du régime de Bachar el-Assad. Et donc, lorsque ça s'est produit en 2013, à la consternation générale, Obama n'a pas tenu cette promesse et n'a pas accompli de frappe en Syrie. Ça, c'est 2013. Vous vous souvenez pardon ? Oui, c'était sur le... La Syrie avait utilisé le gaz Voilà. Sahara pour... Ah oui, Sarin, ouais, exactement. Et nous, avec François Hollande à l'époque, on était prêts à faire ces frappes, mais comme les Britanniques n'étaient pas prêts finalement, Obama s'est dégonflé, on ne l'a pas fait. Et en 2017, lorsque donc Trump était au pouvoir, Bachar el-Assad s'est dit « je peux y aller » parce qu'il a dit qu'il ne ferait rien. Et donc il a à nouveau fait des frappes chimiques sur sa population. Et à la surprise générale, Trump, avec l'appui des Britanniques et des Français, a accompli des frappes. Pourquoi ? Alors qu'il était tellement égoïste et tellement isolationniste et tellement peu disposé à punir quoi que ce soit, pour des raisons morales en plus, pour des frappes chimiques. Eh bien, l'histoire raconte que sa fille, Ivanka, lui a montré, donc c'était au lendemain de ces frappes, donc on est en 2017, lui a montré des vidéos et des photos des
personnes, enfin des rebelles, enfin des enfants en train de mourir. Enfin, vous avez certainement vu ces vidéos aussi, c'est vraiment insoutenable. Et en fait, Trump, son sang n'a fait qu'un tour. Et il s'est dit, parce qu'en fait, sa politique étrangère est quand même très imprévisible. Et donc, il a décidé de punir le régime de Bachar el-Assad en lançant des missiles sur des bases militaires en Syrie. Et donc, je veux rappeler, je veux partager avec vous cet épisode, parce que dans les temps qui viennent, à partir de janvier 2025, on va avoir à nouveau Trump au pouvoir. Et donc, on peut penser qu'il ne voudra pas se mêler de ce qui se passe en Syrie, mais à nouveau, l'imprévisibilité de ce président est légendaire. Donc, voilà. Je livre ce souvenir à votre sagacité. Il y avait des questions devant, j'ai vu, et notamment de dames. Bonjour, je m'appelle Océane. Non, moi je voulais juste comprendre. Plus près. On m'entend là? Oui, très bien. Non, moi je voulais juste comprendre, ou alors j'ai mal entendu, pourquoi ils veulent se retirer du Pacifique alors que... J'ai dû dire de l'Atlantique, ou alors je me suis trompée. J'ai compris qu'ils voulaient se retirer du Pacifique alors que ça fait un moment qu'ils reviennent depuis Biden. Donc ils se retirent ou pas du coup? Non. J'ai dû faire une erreur, dire un mot pour un autre. Les États-Unis veulent absolument, et depuis Obama, ils s'efforcent de basculer leurs forces de l'Atlantique vers leurs forces navales de l'Atlantique vers le Pacifique pour d'abord ouvrir plus de bases. Par exemple, ils en ouvrent toujours plus aux Philippines et donc entourer, si vous voulez, entourer la Chine d'un réseau de bases militaires. Et du coup, j'ai une autre question. Même si la politique de Trump est instable, au fond, ils ont quand même cette politique de Mahan, c'est-à-dire la projection. Ils se projettent loin au niveau de leur politique. Du coup, moi, je ne crois pas vraiment en la phrase Make America Great Again et se refermer, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils régressent, en fait. Et c'est pas ce qu'ils veulent, régresser. Donc, du coup, la politique, ça va être quoi? Ça va être toujours cette politique de projection ou vraiment de régression? Intéressant. En fait, Trump, ce qu'il ne veut vraiment pas, ce sont des interventions militaires. Donc, par exemple, vous vous souvenez quand les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan? Donc c'était sous Biden, ça s'est très mal passé, c'était un bazar noir et la popularité de Biden ne s'en est jamais remise. Mais en fait, c'était Trump qui avait négocié ce retrait quelques années auparavant. Et donc Biden n'a fait que l'appliquer. Donc Trump, ce qu'il ne veut pas, c'est dépenser de l'argent et perdre des vies humaines de soldats dans des interventions militaires à l'étranger. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il veut que les déploiements militaires soient réduits. En tout cas, surtout pas dans la zone Indo-Pacifique. Il était question pendant son premier mandat, il en a parlé à plusieurs reprises, qu'il diminue le nombre de soldats américains en Europe, notamment en Pologne, dans les États baltes, etc., parce que ça coûtait trop cher, c'était pas utile. Ça, depuis la guerre en Ukraine, il n'en est plus question. Donc, pour répondre à votre question, il y a toujours des déploiements militaires, des présences militaires, mais il y a une volonté de ne pas basculer dans des interventions chaudes. Enfin, vous voyez, des guerres exactes. Voilà. Mais pour le reste, votre question, je m'interroge un peu sur l'opposition de régression et projection. En fait, pour beaucoup des Américains comme Trump ou comme certains sous Biden, l'idée de reconstruire une Amérique forte à l'intérieur n'est pas une régression. Au contraire, c'est reconstruire une force américaine digne de ce nom à l'intérieur. Et donc, ça n'est pas du tout une régression. C'est peut-être, alors pour se mettre d'accord sur le terme, une présence moindre à l'étranger pour mieux reconstruire la classe moyenne américaine à l'intérieur. Mais ça n'est pas, dans ce cas-là, une régression. Cette moindre intervention
parliez d'une perte d'influence. Bah, je crois que oui. Mais il faut croire que pour des gens qui sont sur la ligne anti-interventionniste, la ligne du repli, c'est pas grave. La perte d'influence, finalement... Vous voyez quand on regarde ce que dit Trump, il pense que depuis 1945, les alliances, comme l'OTAN par exemple, hein, que les alliances militaires, pardon, que les États-Unis ont contractées avec des puissances étrangères, donc je parle de l'OTAN pour l'Europe, mais il y a des alliances militaires, comme je vous ai décrit, vraiment un peu partout dans le monde, eh bien, pour Trump, c'est un piège. En fait, les États-Unis se font avoir. Parce que pour Trump, mettre une alliance en place avec des pays étrangers pour les protéger, en fait, ça coûte aux États-Unis et ils se font avoir et donc il est contre. Il considère que les gens n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Et donc, cette perte d'influence, pour lui, est plutôt une bonne chose. Voilà. Mais tous les Américains ne sont pas d'accord avec cette vision, hein, bien entendu. Bonsoir, je m'appelle Niels Woedstra, je suis capitaine de vaisseau de la marine néerlandaise. Ma question, c'est la suivante. Nous avons pu compter sur les États-Unis pendant les 100 dernières années. Pour le futur, ce n'est plus très certain. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous, pour l'autonomie stratégique européenne ? Alors là, je pourrais botter en touche et dire que je ne suis pas spécialiste de l'Europe. Mais enfin, je ne vais pas le faire. Écoutez, oui, l'autonomie stratégique. Alors, ça dépend ce qu'on entend par autonomie stratégique européenne, parce que ces dernières années, c'était un concept qui était proposé par la France de manière très comme ça, Louis XIV et tout ça, mais qui était très mal comprise par les autres pays. L'Allemagne parlait d'autonomie stratégique européenne, mais en fait, ça ne voulait pas complètement dire la même chose. Les pays baltes et la Pologne ne voulaient surtout pas en entendre parler si c'était en dehors de l'OTAN. Enfin, ça, tout le monde le sait. Hein. Les pays baltes qui ont très peur de la Russie, à juste titre, ne veulent pas entendre parler d'un système dans lequel les États-Unis ne seraient pas au premier rang. Donc eux, ils veulent rester dans l'OTAN. Donc maintenant, ce qu'on évoque, c'est plus tellement une autonomie stratégique européenne qui serait vraiment autonome hors OTAN, mais un pilier européen de l'OTAN. Vous avez entendu parler de cette expression. Et donc, c'est l'idée qu'on resterait dans l'OTAN, donc les États-Unis resteraient là avec leur article 5, leur parapluie nucléaire, etc., mais qu'on pourrait essayer de se débrouiller sans eux pour leur faire plaisir, tout en achetant des armements, alors européens ou américains, ça c'est la grande question. Si je veux à tout prix être optimiste, je pourrais dire, comme on l'a vu en 2016 lors du premier mandat de Trump, qu'une hostilité venue de la Maison-Blanche peut pousser les Européens à être plus volontaires et plus courageux pour se prendre en main eux-mêmes. C'est ce qu'on a vu pour l'Union européenne d'ailleurs. C'est ce qu'on pourrait voir pour ce fameux pilier européen de l'OTAN dans les années qui viennent. Mais ça, de toute manière, les Européens commencent... Ah, ben attendez, j'ai un petit... Est-ce qu'il est là encore ? J'avais un petit tableau à la fin. Oui. Je suis bien contente d'utiliser bien mon PowerPoint. Ça, c'est les dépenses de l'OTAN. Et vous voyez que, donc sur différentes années, et vous voyez que la plupart des pays dépassent désormais la barre des 2% qui était posée par les États-Unis en 2014, donc c'était sous Obama. Ce que vous voyez, c'est que tout le monde réarme. Tout le monde réarme. Et donc, c'est bien, c'est un peu angoissant, parce que qu'est-ce que ça dit de la réalité du monde ? Mais au moins, on ne sera pas surpris. Alors maintenant, après, évidemment, j'ai déjà posé la question tout à l'heure, donc je la repose, c'est est-ce que les Européens ne doivent pas renforcer leur filière d'armement européen plutôt que d'acheter américain tout le temps ? Je crois que les Pays-Bas ont acheté des F-35 et n'ont pas acheté des Rafales. Enfin, bon, je ne vous jette pas la pierre. Hein. Alors, je voudrais poser une question sur le Brexit. Ah, bravo, très bien. Oui. Ah, pardon. Oui, moi, j'avais une question sur le Brexit. Est-ce que dans une Europe qui devra compter sur ses propres forces,
c'est un peu le sens de ce que vous avez dit. Est-ce que le Royaume-Uni va rester Brexit ou no Brexit? Quelle va être la position du Royaume-Uni dans les années à venir? Alors, le Brexit, heureusement, le Brexit concernait donc l'Union européenne, mais les Britanniques sont très volontaires et très allants pour ce qui est de défendre l'Ukraine, par exemple. Nous avons des accords de coopération militaire avec eux. Hein, c'était Saint-Malo, ou je ne sais plus, où il y a peut-être eu un truc depuis. Et donc, je pense qu'on a une carte à jouer, nous, Français, de tendre la main aux Britanniques en disant venez avec nous, on va faire ce pilier autonome dans l'OTAN. Alors, il faut marcher sur des œufs, hein, parce que les Britanniques sont très, très attachés à leur relation spéciale avec les États-Unis. Donc, il faut y aller comme ça, mais dans ce moment où l'Allemagne est un petit peu affaiblie, enfin, vous me direz, nous aussi, hein, mais enfin, je pense qu'on a une carte à jouer, nous, France, de dire aux Britanniques, parce qu'en fait, les Britanniques, depuis le Brexit, sont très volontaires pour continuer pour mettre en place d'autres systèmes de coopération avec le continent. Et du coup, cette histoire de défense peut être très positive. Voilà. Alors, une ou deux questions dernières, donc je crois que la dame. Bonsoir, c'est Rousseau-Inga. Je me réfère à la carte où il y a la présence militaire. Je vais vous la remettre si vous donc voulez. cette présence ne se traduit pas par donc ce qui permet aux États-Unis de rester solidaires qu'ils le souhaitent être. Et quand Trump dit de retirer l'armée, certaines armées, ne serait pas le remplacer par les taxes, c'est-à-dire, je veux avoir votre avis, par les taxes qu'il veut introduire, justement à affaiblir les pays, surtout, je parle de BRICS, parce que, selon vous, est-ce que BRICS, quand même, actuellement, il la voit comme une sorte de menace, les États-Unis, et justement, en retirant les armées, il va les remplacer par les taxes. En tout cas, c'est certains débats qu'ils en pensent, parce que ça va permettre de dévaloriser la monnaie de ces pays en mettant des taxes. Donc ça va faire baisser leur monnaie, ça va faire un peu le jeu, ce qu'il y a eu avec le Japon à un moment donné. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce lien, est-ce qu'il aurait vraiment un lien ou sont juste des idées et des commentaires à ce sujet? Oui, alors je crois, pour ce qu'on en sait, hein, la politique de tarifs douaniers que Trump veut mettre en place, c'est de ça que vous parlez. Hein. Oui. Mais je suis pas sûre. Oui. Je suis pas sûre que dans l'esprit. Alors, j'ai parlé de la politique commerciale de Trump, telle qu'il l'annonce dans le dernier épisode de mon podcast New Deal. Donc, je vous y renvoie parce que j'ai détaillé ça bien et ça prend 20 minutes, donc je vais pas vous refaire ça ce soir. Mais juste pour répondre à votre question. Cette politique de taxes douanières, si elle se met en place, et on ne sait pas vraiment trop comment, je pense que dans l'esprit de Trump, elle n'est pas du tout corrélée aux menaces militaires. Hein, parce qu'il vise la Chine, certes, qui est donc vue comme ce défi structurant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, il vise surtout le Canada et le Mexique. Donc en fait, il vise les pays non pas seulement qui sont des menaces militaires, notamment ils ne visent pas la Russie, parce qu'il y a très peu de commerce avec la Russie, mais ils visent les pays avec lesquels les États-Unis ont un déficit commercial. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Il ne va pas être en guerre avec le Canada, par exemple, et pourtant il menace le Canada de droits de douane de 25% sur toutes les importations. Donc je crois que ce sont deux plans différents. On peut plutôt parler peut-être des sanctions commerciales, qui ne sont pas la même chose, et des contrôles d'exportation de technologie, où là, il y a beaucoup de choses qui sont développées vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, alors je ne résiste pas à la joie de vous montrer ce petit tableau qu'on a eu beaucoup de mal à faire à l'IFRI avec mes collègues. C'est un tableau de toutes les sanctions économiques américaines. Ce n'est pas les droits de douane, ça, hein, c'est autre chose. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, l'un des instruments de puissance américaine les plus développés dans le monde. Nous-mêmes, en Europe, nous souffrons des sanctions américaines parce qu'on n'a plus le droit d'exporter vers la Chine des choses que les États-Unis ne veulent pas
que la Chine obtienne. Donc ça touche nos entreprises de manière indirecte, comme ça, en triangle. Donc la toute dernière question, Madame. Bonsoir. Bonsoir Madame Nardon. Oui. Merci pour votre conférence. Je suis là. Je vous vois pas. Ah, ça y est, je vous vois, excusez-moi. Donc je suis Clara Borsetti. Est-ce que vous pensez que la puissance américaine et Donald Trump peuvent arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures? Et est-ce que vous avez une idée de ces rapports qu'il peut avoir avec Poutine? Alors je synthétise mes idées pour vous répondre. Est-ce qu'il peut arrêter la guerre en 24 heures? C'est possible, hein, parce qu'en fait, il a une telle faconde et un tel charisme, ce Trump, il faut quand même le reconnaître, qu'il peut effectivement... Les Ukrainiens n'en peuvent plus, hein, de la guerre. Ils n'ont pas du tout envie de la perdre, ils n'ont pas envie que leur pays soit amoindri, mais enfin, il faut bien voir qu'ils sont épuisés par 3 ans de guerre. Les Russes ne sont pas forcément... en meilleur état, enfin en tout cas du point de vue de leurs offensives, de leurs forces militaires. Ils ont quand même dû faire venir 10 000 Nord-Coréens sur place, c'est quand même qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc il y a peut-être des deux côtés une envie d'en finir avec cette guerre, et donc le prétexte d'un Trump qui les amène de manière un peu comme ça... exactement, merci. Autour de la table, ça peut marcher. Après... alors, il faut quand même saluer Emmanuel Macron qui a fait discuter Trump et Zelensky samedi à Notre-Dame. Et en fait, ça, c'était... alors que c'était un président très affaibli, etc., c'était comme... Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était quand même un succès diplomatique de la France parce que, en faisant discuter Trump et Zelensky à l'occasion de cette réouverture, on peut parler là pour le coup d'un soft power français entre les Jeux Olympiques et Notre-Dame. C'est un double strike. Bref, mais de profiter de ça pour faire se rencontrer ces deux hommes. Donc c'est bien pour les Ukrainiens parce qu'en fait ça veut dire que Trump, en plus, il avait son costume bleu et sa cravate jaune. Vous avez vu, drapeau ukrainien. Ça arrange les affaires des Ukrainiens parce qu'ils peuvent essayer d'expliquer à Trump à quel point il ne faut pas qu'il perde trop la face dans cette potentielle négociation, mais surtout, ça met les Européens dans le coup. C'est-à-dire que ça... Alors après, on va voir ce qui se passe, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais au moins, ça produit une discussion dans laquelle on peut se dire que Trump ne va pas conclure une paix entre Russes et Ukrainiens dans laquelle les Européens sont complètement absents. C'est-à-dire que ça comment dirais-je, ça remet en route le format Normandie. Bon, alors les Allemands ne sont pas là, mais ok. Mais dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Et donc, on va voir ce qui se passe. Mais je pense que maintenant, les choses pourraient aller vite, ouais, en effet. Et presque, tant mieux, parce que chaque jour qui passe où de jeunes Ukrainiens et même de jeunes Russes ne sont pas... ne trouvent pas la mort dans les tranchées comme en 14-18, c'est quand même une bonne chose. Après, il faut que la démocratie ukrainienne s'en sorte, et ça, c'est autre chose. Ouais, merci sur cette conclusion mi-figue, mi-raisin. En effet, il est difficile de conclure ce débat, d'autant plus que l'exercice n'était pas facile non plus pour présenter un ouvrage en 1h30, un ouvrage qui est véritablement un incontournable pour tout un chacun qui souhaite mieux comprendre la géopolitique de la puissance américaine, les instruments, l'histoire. Donc nous vous invitons vraiment à vous procurer à la bibliothèque ou à la librairie de cet ouvrage. Et également, c'était mentionné, votre podcast, vous le retrouverez dans la veille stratégique de l'IHEDN du mois de janvier. Comme ça, tous ceux qui reçoivent, qui sont abonnés à la veille stratégique, donc à la newsletter de l'IHEDN, pourront l'écouter. Et vous pourrez également aller, bien évidemment, sur slate.fr pour écouter tous les autres podcasts. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce débat, cette présentation. Et on se retrouve le 20 janvier pour parler de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Avec une collègue de l'IFRI, j'ajoute. Tout à fait.